Donc à nouveau, merci d'être présent. Je vais présenter avec Romain le thème du webinar qui est effectivement comment gérer, mettre en œuvre une solution de PAM avec une équipe réduite. Donc on va évoquer, il y aura globalement à peu près 3 temps, voire 4. On va très rapidement vous présenter DMI et Delinéa. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, on va être très rapide sur cette partie-là. Pour passer ensuite à Romain qui présentera justement la partie PAM de manière très générale, évidemment au niveau de la solution de tous ces sujets. Derrière, j'interviendrai pour vous indiquer comment DMI peut aider les clients sur cette partie PAM, comment vous aider et vous accompagner autour de cette thématique. Et puis, on clôturera tout ça par une petite démo. Allez, c'est parti. Donc Romain, à toi, Ouais. Je te laisse la main sur cette partie. Ça marche. Donc, Delinéa, en très bref, est une société qui existe depuis maintenant 1996 quand même, qui était d'abord dans le conseil du PAM et qui est depuis ensuite devenu un éditeur. Notre solution existe donc maintenant depuis un peu plus environ 20 ans. Donc, c'est une solution qui est assez mature. Delinéa, du coup, a su se forger une réputation de leader, hein, quels que soient les. Il y a 5 reports aujourd'hui sur le PAM. Delinéa est considéré comme un leader dans l'ensemble de ces cinq rapports. On a plus de 8000 clients à travers le monde. On a un très fort taux de satisfaction client sur le Gartner Peer Insight, qui est les retours des clients du Gartner, et pas le Gartner en tant que tel, mais les clients du Gartner, ce qui sont, à mon sens, des fois encore plus des avis encore plus pertinents. Et donc, c'est des solutions qui ont pour, on va dire, comme fil commun, en général, d'être simple à installer, à configurer et à opérer au quotidien, ce qui tend à trancher un peu avec une réputation qu'a le PAM depuis de nombreuses années, d'être des sujets en général assez compliqués, assez difficiles à œuvrer. Voilà. Concernant DMI, on existe depuis 2002. David Majorel a créé la société. Vous voyez très rapidement dans la roue un peu tous nos portfolios de compétences et d'intervention. On va parler de la gestion des services et des biens, de la partie SAM, conformité logicielle, des comptes à privilèges, évidemment via le PAM, de la protection de services, du backup, et puis de la gestion technique de postes et de serveurs. Tout ça à destination d'une expérience utilisateur. On travaille avec différents éditeurs, dont Delinéa évidemment, et nos 4 grandes activités chez DMI, on distribue ces solutions technologiques, on fait du consulting pour les implémenter, on a une offre d'assistance de support autour de tout ça, et puis on fait du centre de service pour certains clients autour des technos que nous implémentons. Voilà en synthèse qui est DMI. On va rentrer dans le cœur du sujet. Romain va donc vous parler de PAM. Oui, alors le PAM, est-ce que c'est compliqué? Alors ça, c'était effectivement une slide que j'avais fait pour les assises fin du mois d'octobre, puisque c'est vrai que le PAM, pour beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de clients, ça revient souvent, c'est quelque chose qui est vu comme compliqué. Alors effectivement, il y a des choses compliquées dans le PAM, mais c'est pas forcément là où on pense que ça va l'être, à savoir, c'est plutôt sur la conduite de changement, où effectivement, c'est important d'être accompagné par une société comme DMI pour savoir vers où aller et sans se prendre les pieds dans le tapis. Ça peut être également compliqué technologiquement, c'est vrai aussi, de par la variété des systèmes que vous pourriez des fois avoir intégrés dans le PAM. Mais la vérité, c'est que le PAM, ça reste quand même, dans bien des cas, en tout cas dans les grandes lignes, quelque chose d'assez simple, en tout cas à comprendre. Les cas d'usage sont connus, sont maîtrisés, et on n'a pas nécessité forcément à faire du PAM compliqué lorsqu'on part en tout cas sur des solutions qui s'y prêtent, comme celle de Delinéa. On aura l'occasion d'y revenir après. Slide suivant. Donc, la problématique qu'on a rencontrée, cela dit, avec le PAM, c'est que le PAM a été longtemps réservé, on va dire, à des problématiques type je me connecte à une cible en SSH, je me connecte à une cible en RDP et je veux auditer les accès. Voilà, donc c'était les cas d'usage assez traditionnels du PAM. Le problème, c'est que dans ce cas d'usage-là, c'est toujours un peu pareil. C'est un utilisateur qui se connecte à une machine avec des protocoles très connus comme le RDP et le SSH. Super. Le problème, c'est que les identités se démultiplient. On a de plus en plus maintenant d'identités, que ce soit des identités utilisateurs, mais également applicatives, des machines qui s'identifient.
On a de plus en plus de scripts, on va dire des clusters Kubernetes, des playbooks Ansible ou des scripts Terraform qui ont besoin à un moment ou à un autre de manipuler des credentials. Et tout ce petit monde-là, lui aussi, il doit être assujetti au PAM, être capable de s'authentifier dans le PAM, récupérer des credentials et donc être sécurisé au même titre qu'un utilisateur administrateur. Donc, c'est ce qu'on appelle chez Delinea l'extended PAM, et donc ça fait partie de tous les scopes que sont censés supporter une solution de PAM complète et pas se limiter au use case, on va dire, traditionnel du PAM. Next. Donc les différents challenges du PAM, d'ailleurs, justement, quand on les voit comme ça, ils sont assez intéressants. Souvent, on pense au vaulting de compte, qui est la première des choses qu'on souhaite mettre en place. En réalité, on va voir qu'au niveau en termes de niveau de risque, en termes d'effort d'implémentation, tout ne se vaut pas. Il y a des choses qui sont assez faciles à faire, d'autres un peu moins, et des choses qui ont un retour sur investissement qui est assez évident, et d'autres un peu moins, mais néanmoins, il y en a toujours quand même un peu, sinon ça ne servira à rien. Et donc, par exemple, donc ici, on a un bon aperçu de tout ce qu'on peut faire avec des solutions du catalogue Delinea. La gestion des droits d'admin locaux, par exemple, que ce soit sur les postes utilisateurs, sur les serveurs, puisque dans une certaine mesure, on pourrait y revenir, mais une solution de PAM en tant que telle audite les accès, c'est très bien, mais si je me connecte à une cible et que j'ai trop de droits, par exemple, je vais pouvoir faire des choses sur cette cible qui peut-être je ne devrais pas être capable de le faire. Donc, du coup, le PAM ne pourrait jamais se substituer à une politique plus globale de zéro trust où on va retirer les droits, on va faire du moindre privilège sur les serveurs et pourquoi pas également sur les postes utilisateurs, puisque là encore, dans une approche zéro trust, on ne veut pas que l'utilisateur installe n'importe quoi sur sa machine, qu'il se connecte au SI avec n'importe quel utilitaire et derrière, ça passe par le retrait des droits d'administrateur de sa machine. On va retrouver la notion de consolidation des identités, par exemple, aussi, la capacité de supprimer les milliers de comptes locaux qu'il y a un peu partout sur vos différentes machines et utiliser, par exemple, des comptes fédérés, des comptes de domaine pour s'authentifier sur vos différentes machines, ce qui aura comme conséquence directe d'avoir moins de comptes à sécuriser, puisque les comptes locaux étant supprimés, on n'a plus besoin de les faire tourner leur mot de passe régulièrement, etc. Et ça donc réduit de facto la surface d'attaque. Le trop plein de droits sur les serveurs, donc je l'ai évoqué, c'est pareil, c'est le pendant des droits locaux d'administration. A2A, application to application, donc des applications qui parlent d'autres applications et qui ont besoin d'utiliser des credentials. L'exemple typique, c'est un back-end qui irait stocker un serveur web qui irait stocker des choses dans une base de données, par exemple. Comment il fait? Il a besoin d'avoir des credentials à la base de données. Sauf que ces credentials à la base de données, s'ils sont codés en dur, ils ne changeront jamais. Donc là aussi, pareil, intégration avec le PAM pour que tous les credentials soient tournés régulièrement, mais que vos composants continuent de fonctionner correctement et ne tombent pas en carafe à la première rotation de mot de passe. La gouvernance des comptes de service, qui est aussi quelque chose qui est très important aujourd'hui, les comptes de service au sens provider du terme. Aujourd'hui, vous avez des projets avec de la TMA, ce genre de choses, vous créez des comptes de service pour ces utilisateurs dans l'AD. Le projet est terminé depuis 2 ans et le compte de service est toujours là et toujours accessible, utilisable dans le réseau et il prolifère et on ne sait plus quoi faire, on n'ose même plus y toucher parce qu'on ne sait pas s'ils sont utilisés quelque part. Si ça se trouve, on va le supprimer et il y a 10 services Windows dans votre SI qui vont tomber en carafe parce qu'ils étaient en train d'utiliser ce compte de domaine. Donc voilà, comment on fait de la gouvernance de compte de service, en gestion des dépendances, etc., au niveau des comptes. La problématique autour des comptes Unix Linux, effectivement, donc ça va un peu avec la consolidation des identités. Donc on a des solutions chez Delinea qui permettent également donc, de gérer cette problématique des comptes Unix Linux, de fédérer ces machines Unix à des AD, par exemple, de s'identifier avec des comptes de domaine, pourquoi pas même avec un compte fédéré, avec du SAML, de l'OpenID. Et le manque de visibilité qui effectivement est presque la raison numéro 1 en général du PAM chez nos clients, c'est-à-dire qu'ils veulent de la visibilité, ils veulent être capables de répondre à des audits de sécurité, être capables de dire à un instant T qui a le droit d'accéder à telle ou telle machine, de faire des rapports d'usage, de filmer les sessions, pourquoi pas également des administrateurs. Et enfin, un usage qui est de plus en plus fréquent, qui est la sécurisation des accès distants, avec l'explosion de l'externalisation des partenaires, de la TMA, ce genre de choses. De plus en plus, on a besoin de se connecter à distance au SI. Et là où avant, on avait tendance à ouvrir des VPN un peu trop facilement, ce qui est parfois pas forcément une bonne idée, on a de plus en plus maintenant de capacité à déployer des solutions de ce qu'on appelle de Remote Access Service, donc d'accès distant VPN-less, agentless, pour qu'un utilisateur externe puisse, si on lui autorise, à accéder à des cibles internes sans avoir à installer quoi que ce soit, simplement avec un simple navigateur, il peut donc se connecter à des assets. Et donc là, si on fait un petit coup de suivant, normalement, la petite pop-up qui surgit, voilà, le vaulting des comptes, c'est la première étape du PAM.
c'est en fait celle tout en haut à gauche, c'est celle qui finalement permet de bloquer un maximum de choses en un minimum d'efforts d'implémentation. Et c'est pour ça qu'en général, on commence par là, on volte des comptes dans un coffre-fort, on met du airbag et on a déjà un bon début pour faire du PAM. Suivant. Donc, on n'est pas obligé, bien sûr, de faire tout ça en une fois. Hein, donc, c'est pour ça qu'on a développé un modèle de maturité. La phase 0, c'est déjà d'acknowledger le risque, hein, savoir qu'il y a un risque et s'y préparer. On arrête les post-it avec les mots de passe écrits dessus ou ce genre de choses. On passe très vite à l'étape 1 où on va commencer à volter les comptes, on va faire un peu de gouvernance, on va gérer les droits, tout le monde n'a plus le droit d'accéder à n'importe quoi. On commence ensuite à désactiver l'affichage des mots de passe, on sort un peu de cet usage un peu coffre-fort que beaucoup de nos clients ont malheureusement encore, et on commence à passer sur des phases d'automatisation, injection des credentials, rupture protocolaire, enregistrement de session, et petit à petit, on commence à retirer les droits également sur les cibles. On arrête de se connecter avec des comptes génériques qui ont trop de droits, mais avec des comptes qui n'ont plus de droits, et une solution derrière d'EPM, dite ou PEDM, comme le dirait Gartner, va redonner des droits en mode just-in-time privilege, just enough privilege à l'utilisateur. Le trop plein de droits, encore une fois, avec une solution de PAM ne fait pas bon ménage, puisque ça permet parfois de faire des mouvements latéraux, pourquoi pas même de contourner le PAM, de casser le PAM. Si je change un mot de passe sur un compte, et que le PAM ne s'en rend pas compte, par exemple, vous avez un souci, c'est que vous ne pouvez plus utiliser le compte que vous avez volté, par exemple. Une solution comme Secret Server, on pourra en reparler, peut détecter ce genre de choses, remettre un bon mot de passe pour que la solution continue de fonctionner. Et enfin, la dernière phase qui est la phase un peu ultime, la cerise sur le gâteau, où là, vous ajoutez un peu d'automatisation, d'intelligence, avec une détection des comportements suspects, d'une heure de connexion un peu délicate. L'utilisateur se connecte depuis la Chine à 23 heures, ce qui change de ses habitudes. Et le système va le détecter, va commencer à challenger l'utilisateur avec du MFA, par exemple, et s'assurer que du coup, c'est bien l'administrateur qui est derrière son poste et pas un attaquant qui aurait pris possession de ses credentials. Next. Donc voilà, donc je ne vais pas rentrer forcément dans le détail tout ça, mais l'idée étant que bien évidemment chez Delinea, on a des solutions pour l'ensemble des cas d'usage du PAM qu'on a évoqué jusqu'à maintenant. On va pouvoir donc pour étape par étape être capable de vous proposer des solutions, et chacune de ces solutions aura un cœur de use case à gérer. Donc voilà, typiquement Secret Server est notre solution phare de gestion des mots de passe et de bastion, comme certains de mes clients l'appellent, des fois un peu parfois à mauvais escient d'ailleurs. Mais voilà, on a tout un ensemble de solutions, de PM, de PAM, voire même de DevOps, qui vont permettre du coup de gérer l'ensemble de ces cas d'usage. Et encore une fois, l'intérêt, et c'est aussi ce que tend à expliquer Delinea avec ce modèle de maturité, c'est qu'il ne faut pas y aller tout d'un coup en mode Big Bang. C'est le meilleur moyen de malheureusement d'aller dans le mur, mais bien d'y aller progressivement, use case par use case, voire même population par population, si vous souhaitez derrière avoir toutes les chances de votre côté pour réussir votre implémentation d'un PAM. Alors, le problème qu'on rencontre souvent avec le PAM aussi, justement, c'est la problématique. Et d'ailleurs, toute la présentation qu'on avait fait aux assises était sur ce thème, avec un retour d'expérience de Pierre Salavera, le RSSI de PAPREC France. Le problème qu'on a avec le PAM, souvent, c'est qu'on nous dit, oui, mais nous, on n'est que un ou deux à l'IT à gérer la sécurité, et on ne peut pas gérer une solution de PAM. Donc, effectivement, le PAM, traditionnellement, a souvent été des produits complexes, avec plusieurs consoles administrées, des ergonomies plus que discutable, puisque encore une fois, chaque console étant différente, des fois en plus on a des manières d'interférer avec les différents composants qui diffèrent aussi. Beaucoup de technologies type RDS qui sont dans la picture et qui viennent encore une fois complexifier tout ça. Donc des infras complexes à mettre à jour, à opérer, où il faut être certifié pour pouvoir y toucher. Et qui en plus très souvent sont très on-premise dans l'âme, et qui du coup se prêtent très très mal aux nouveaux cas d'usage qu'on voit de plus en plus chez nos clients, avec des assets qui sont sur GCP, sur AWS, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment les problématiques que rencontrent souvent les petites équipes qui veulent se mettre au PAM. Et la deuxième problématique qui est plus globale, petites ou grandes équipes, c'est où sont nos comptes. Effectivement, pour faire du PAM, c'est bien, mais pour volter des comptes, encore faut-il savoir où sont vos comptes. Et d'où l'intérêt d'avoir aussi une capacité de faire de la découverte de comptes et de la dépendance de ces comptes
puisqu'une fois que vous avez importé un compte AD ou un compte unique dans un coffre et que vous faites de la rotation de mot de passe dessus, par exemple, et ben, si vous n'avez pas géré les dépendances de ce compte, il y a de fortes chances que derrière, il y a 19 machines qui tombent en panne parce qu'elles utilisaient ce mot de passe en dur dans un script ou dans un compte de domaine, un compte de service, pardon, et du coup, ça ne marchera plus. Voilà. Donc, d'où l'importance aussi d'avoir donc une bonne gestion des dépendances dans une solution de PAM. La Delinéa plateforme c'est la stratégie donc de Delinéa aujourd'hui, c'est de fédérer en fait tout l'ensemble de ce portfolio qui jusqu'à il y a peu étaient des briques indépendantes, même s'il y avait des fois certaines synergies entre elles avec des intégrations plus ou moins natives, mais d'intégrer tout ça sous une plateforme unifiée avec une console d'administration unifiée, des logs réunis dans un seul et même endroit, des traces d'audit, des enregistrements de session, tout ça réunis dans un seul et même endroit, pour que derrière, vous ayez bien évidemment une facilité d'opération quotidienne qui soit extrêmement simple, des déploiements extrêmement simples également, des connecteurs simples à installer, tout est intégré, et derrière, donc une plateforme unique pour gérer l'ensemble des cas d'usage qu'on vient d'évoquer jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Delinéa plateforme, et derrière, on va, via un système d'add-on, finalement, activer des capacités de cette plateforme qui correspond anciennement aux produits qu'on avait de manière indépendante au catalogue. Donc, la résultante de tout ça, c'est ce que je viens d'expliquer, une interface qui est unifiée, donc du coup qui simplifie les tâches d'administration. C'est des solutions qui sont pour la plupart, en tout cas, disponibles SaaS ou on-premise, avec un niveau de fonctionnalité ISO fonctionnel. Concrètement, donc c'est bien un choix d'architecture. En fonction de nos clients, on a on-premise dans l'âme, d'autres qui commencent à sauter le pas du SaaS. Pour rien vous mentir, c'est clairement la tendance aujourd'hui d'ailleurs. J'ai, on va dire, 6 clients, même plutôt 8 sur 10 en ce moment qui nous parlent de SaaS. Donc c'est clairement l'avenir. On ne t'entend plus, Romain. Ok, vous m'entendez? Ouais, c'est bon, c'est revenu. Ok, ouais, ça m'a mis connexion perdue. Bref, c'est pas grave. Du coup, je disais quoi? Oui, donc les technologies RDS, encore une fois, aujourd'hui, beaucoup de technologies utilisent le RDS pour faire du PAM. Nous, ce n'est qu'une option de déploiement parmi les autres. On n'est pas du tout obligé de faire du RDS. On peut très bien s'en passer, et d'ailleurs, on aime s'en passer. Des solutions, des architectures donc, qui sont simples et qui sont scalables, avec des systèmes d'engine qui s'installent en une seconde et demie et qui peuvent s'installer un peu comme on veut sur l'ensemble du réseau pour s'adapter aux différentes infrastructures, aux architectures distribuées. Des composants qui peuvent même, pourquoi pas, se mettre à jour tout seul si vous voulez. Vous pouvez les mettre à jour vous-même si ça vous fait plaisir également. On n'a pas besoin d'être certifié aussi pour toucher une plateforme Delinéa ou pour appeler le support. Ça a l'air de rien, mais ce n'est pas forcément le cas partout. Des solutions qui sont SaaS-friendly, que ce soit pour adresser des cibles dans le SaaS grâce à nos systèmes d'engine qui permettent de manière assez flexible d'adresser des assets on-prem ou SaaS indifféremment, mais également parce que nos technologies sont conçues en mode SaaS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Delinéa, lorsqu'on POC une solution Delinéa chez un client, je pousse un bouton et dans la minute 30 qui suit, on a un tenant SaaS qui est frais et disponible, instancié derrière à coup de Kubernetes et toutes les technologies modernes pour faire du SaaS. Donc c'est du vrai SaaS, c'est pas une infra on-prem qu'on aurait hébergé chez nous et qu'on providerait en mode SaaS, quoi. De la customisation facile, effectivement. Donc ça, c'est un peu le mot d'ordre avec Delinéa. C'est des solutions où on peut en général assez facilement customiser une rotation de mot de passe, une découverte de compte, une découverte de dépendance, grâce à du scripting, SSH, PowerShell ou autre, et un module de gestion des découvertes natif d'ailleurs qui est assez puissant puisqu'en standard, on va être capable de gérer tout ce qui est détection des dépendances type compte de service Windows, application pool de ZS ou tâches planifiées Windows par exemple. Tout ça, voilà, c'est du standard dans une solution comme Delinéa. Allez, je vais reprendre la main. Pourquoi choisir Delinéa évidemment et DMI et comment DMI va pouvoir vous aider autour des sujets PAM avec Delinéa. Comme je l'ai dit en préambule, on est revendeur intégrateur, donc on revend ces solutions technologiques et on les implémente chez nos clients. On a différents types de projets évidemment au regard du portfolio Delinéa et surtout l'intérêt, c'est aussi de vous accompagner et d'user et d'utiliser aussi les retours d'expérience qu'on vit chez nos différents clients. Dans cette démarche de
de petites équipes, voire de très grosses équipes, peu importe, in fine, l'idée, comme toute implémentation de solution, on a un mode projet qui va accompagner ce projet d'implémentation et qui va permettre finalement d'implémenter en termes de best practice les choses. Il y a un certain nombre de petits points à passer, on va y venir justement. L'une des premières clés de succès d'un projet, c'est d'anticiper et de s'y préparer. Donc, il y a tout un tas de questions, ça n'est pas du tout exhaustif, c'est un certain nombre de questions qu'on a relistées là, c'est des questions qu'on pose souvent en préambule de projet. Comme le disait Romain, il y a des questions à se poser, est-ce qu'on sait où sont les informations, qu'est-ce qu'on veut faire, qui seront les acteurs, pour quelle application on veut mettre en œuvre la solution, pour quelle population, est-ce qu'on veut faire la remédiation de comptes locaux, est-ce qu'on veut uniquement adresser de la gestion de contrôle d'accès distant en interne pour des prestataires, sur quoi, quelle cible, qui doit avoir accès à quoi, quel compte on utilise, tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Évidemment, donc des outils comme Delinear vont nous permettre de gagner du temps avec les fonctions de découverte, évidemment, et de découvrir des choses et de se poser des questions ensuite, et de compléter le gap, je dirais, manquant. Mais en tout état de cause, il faut vraiment se poser la question des cas d'usage. Avec l'équipe de consultants qui intervient, et souvent avec Antonien quand on fait des présentations, eh bien, effectivement, les vrais sujets, et nous, chez DMI, on aime répondre, c'est aux besoins. Et pour quel besoin, pour quel cas d'usage. Donc l'idée, c'est pas forcément de rentrer toujours très exhaustivement dans le détail, mais en tout cas de bien identifier qu'est-ce que je veux faire et pourquoi. Et à partir de là, on en découle différents cas d'usage et une stratégie d'implémentation. Et pour ça, en termes de méthodologie, projet, effectivement, on va avoir une démarche projet souvent en 4 étapes, qui va commencer par identifier, c'est un peu ce que je viens de vous dire, quels sont les comptes à surveiller, quels sont les comptes inactifs, quels sont les comptes à risque élevé qu'on identifie chez nous, les comptes à privilèges. J'y reviendrai, on parle de comptes à privilèges, de comptes à risque, mais on ne pense pas forcément. On en oublie souvent certains, des comptes métiers ou autres, qui ne sont pas de l'IT à proprement parler, et dedans, peut y avoir des comptes à privilèges qu'on souhaite sécuriser. Évaluer finalement, pourquoi on se pose ces questions, quelles sont les menaces internes, quelles sont les menaces externes auxquelles on fait face potentiellement, quelles conséquences, si je ne fais pas quelque chose en termes de gestion de risque, quelles conséquences potentielles, je peux les accepter ou les refuser, évidemment. Puis après, il y a tout un autre pan qu'on voit énormément en ce moment depuis quelques mois dans les discussions, les exigences de conformité au regard de vos activités. Vous avez des exigences de conformité à suivre. Il y a Nice 2 qui arrive, qui est en train d'arriver, la deuxième version de Nice, courant d'année prochaine, et dont la cible d'entreprise s'élargit drastiquement. Donc, il y a de grandes chances que certains d'entre vous soient visés directement. Il y a le NIST, il y en a pas mal d'autres, PCI DSS et autres. Tout ça, c'est des exigences qui font que, par ailleurs, on a beaucoup de clients aujourd'hui qui sont confrontés au besoin de mettre en place des cyberassurances, notamment. Et donc, il y a un certain nombre de critères à balayer, dont la mise en œuvre de solutions de type Delinear, que ce soit pour la gestion des privilèges ou la gestion des accès distants. Donc voilà, sécurisation. Donc, une fois qu'on a bien identifié et évalué, on va réaliser, on va délivrer. Et là, c'est là où on arrive à avoir des objectifs clairs sur ce qu'on veut faire et travailler, comme l'a très bien dit Romain, en mode itératif. C'est pas forcément des projets très complexes, au sens où c'est vrai que souvent on a des clients qui nous disent ça va mettre énormément de temps, c'est compliqué, etc. Alors, ça peut l'être dans certains contextes, mais c'est rarement le cas. L'idée, c'est de bien être clair ensemble sur quels objectifs on souhaite atteindre et comment on les met en œuvre par des quick wins, histoire de répondre de manière rapide, finalement, aux priorités et au timing à respecter. Donc, on ne va pas tout faire d'un coup, encore une fois. Dans le portfolio d'Elina, il y a différents produits. Il y a la partie Privilege Manager pour la gestion des privilèges. On a le Secret Server qui va nous permettre de faire de la gestion d'accès. Les deux, finalement, sont nécessaires. Pour autant, on va se poser la question dans quel ordre on les implémente, pour
correspondre à vos besoins et à l'intérieur même d'une implémentation d'une solution, quels sont les cas d'usage que je veux traiter d'abord. J'évoquais en termes d'accès, on peut gérer par exemple des accès internes, des accès externes pour les prestataires. On a des clients qui vont prioriser d'abord, tiens, je veux d'abord sécuriser mon accès externe, donc mes prestataires, puis ensuite, dans une phase 2, en deuxième cycle, on va traiter l'interne. Donc voilà, c'est toutes ces priorités qu'il faut prédéfinir en amont du projet pour être sûr, déjà, qu'on sache ce qu'on veut faire, et puis dans quel timing. Et évidemment, accompagner, ça c'est notre partie, et la vôtre aussi, il ne faut surtout pas l'oublier. On n'implémente pas une solution technique pour se faire plaisir, mais pour répondre à des enjeux. Et évidemment, ça amène du changement à tous les niveaux, parfois même et souvent aussi aux équipes opérationnelles, très concrètement. Quand on met de la gestion de privilèges avec de l'élévation et autres, il y a des usages, il y a de nouveaux usages au quotidien pour les utilisateurs. Il faut y penser, il faut communiquer, il faut anticiper. Donc ça, il y a du vrai changement interne, y compris au niveau technique, puisque effectivement, si on met une gestion des accès, par exemple, à travers Secret Server, on va finalement faire passer les utilisateurs qui vont avoir des besoins de connexion dans un entonnoir, si je peux dire ainsi. Le tout, effectivement, c'est d'aller, je dirais, fermer les accès à côté. Si vous mettez une porte blindée mais que vous laissez la fenêtre ouverte, ça ne sert pas beaucoup. C'est un peu pareil. Il faut anticiper que si je fais passer mes utilisateurs pour aller se connecter sur l'infra interne en RDP, il va falloir aller fermer les accès RDP en interne, également, par exemple, directement sur les serveurs, et forcer un passage par Secret Server. Donc tout ça, c'est des changements à prendre en compte, mais ce n'est pas forcément très compliqué, mais il faut y penser en termes de changement. Et puis, là aussi, l'itération nous permet de faire de la success story. C'est de répondre à un besoin, de l'implémenter, de montrer que ça marche en interne pour passer à une seconde étape aussi. Donc là aussi, on a cette expérience et on vous amène à réfléchir en ce sens-là dans ce type de projet. Une fois que c'est implémenté, ça ne s'arrête pas là. On ne va pas se le cacher. C'est pas que ce soit des solutions lourdes en termes de suivi du tout, j'ai envie de dire, encore moins quand on est dans le SaaS, soyons clairs, mais il y a quand même des petites choses à penser en termes de charge. Ce n'est pas forcément une grosse charge, mais c'est plus de la récurrence qu'il faut amener. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amélioration, il y a de l'évolution à prendre en compte. Ce sont des outils, on l'a dit, qui vont cloisonner un peu les choses, sécuriser. Donc à partir de là, il faut prendre en compte les nouveaux besoins aussi. Donc comment on fait? Effectivement, déjà, c'est intégrer l'équipe très en amont d'un projet d'implémentation pour qu'il soit dans le projet et puis qu'il puisse gérer la solution, notamment dans les processus de déploiement d'applications, de nouvelles applications. Là aussi, il faut penser que comme on a mis un peu de sécurisation en plus, il faut intégrer ça pour le prendre en compte, mettre les règles qui vont bien, par exemple. De la récurrence au sens découverte des applications. On le disait, on découvre des choses, on est capable de découvrir, on peut mettre en place du fonctionnement qui va, par exemple, prompter les utilisateurs pour demander des justifications sur de l'élévation de privilèges et autres. Il faut en faire quelque chose de cette information, donc la traiter. Donc, se prévoir un tout petit peu de temps pour traiter et, je dirais, faire évoluer les règles de fonctionnement de la solution. Et puis, effectivement, analyser ses besoins, quelles sont les problématiques fonctionnelles qui peuvent être rencontrées. Quand on met ce type d'outil, il faut se prévoir un peu de bande passante pour le traiter. Faire de l'optimisation de configuration de temps en temps, la revue, la vulgarisation, la présentation aux équipes des évolutions mises en œuvre, je le disais, le changement, et proposer éventuellement des évolutions ou mettre en œuvre des fonctionnalités non utilisées. On n'est pas obligé, encore une fois, de mettre tout le scope de la solution en place. On peut se focaliser, je parlais de Quick Win tout à l'heure, sur une thématique d'abord, se donner du temps et avancer. Donc, il ne faut pas voir ça comme une charge lourde initiale et a posteriori. On est souvent dans des projets qui se lissent et qui sont des quick wins par itération. Mais il faut prévoir ce temps un petit peu d'accompagnement derrière. Et puis, pour vous, en équipe interne, souvent, on a des clients chez qui on le fait, nous, des DMI,
mais il y a un petit peu de MCO. C'est là aussi pas très lourd, mais c'est de la récurrence. Il faut, je dirais, un minimum une fois par mois, se poser des questions, faire du contrôle, etc., voire plus, en fonction des volumes et des contextes, mais suivre l'état de santé. Alors, le SaaS nous amène cette facilité-là. Hein. Il y a tout un pan qui est beaucoup plus simple à gérer quand on est dans le SaaS. Pour autant, il peut y avoir un peu de connecteurs. Quand on déploie du privilege management, il y a des agents, s'assurer que les agents sont bien déployés, combien dans le parc n'ont pas d'agents, etc. Est-ce que c'est normal? Regarder les logs de l'environnement. Quand on est en on-premise, c'est pareil, on est sur un applicatif installé sur un serveur, donc il faut regarder ça. Les connecteurs, est-ce que ça communique bien? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? L'infrastructure locale, quand on a du SaaS ou pas d'ailleurs, hein, ou du multisite, on va mettre en place de l'infrastructure liée à ça. Et puis, les mises à jour de version. Alors, là, effectivement, quand on est on-premise, il faut se prévoir un cycle de vie, d'évolution de la solution, puisque la solution vit, hein, côté éditeur, il y a des nouveautés, des correctifs, comme tout éditeur, qu'il faut prendre en compte et amener. Donc ça, c'est un petit peu de MCO à prévoir. On n'est pas sur des charges lourdes, encore une fois, mais il faut y penser. On va changer de sujet, on a parlé gestion des accès et puis effectivement élévation de privilèges. On oublie souvent, et c'est pour ça que je fais un petit focus sur cette partie-là, on oublie assez souvent l'usage utilisateur final, parfois, qui, Delinéa permet ça en plus, donc c'est important d'en parler, de donner un coffre-fort aux utilisateurs finaux et pas qu'à l'IT. Et ça, c'est important, on le voit, on a évidemment, côté IT, beaucoup de clients, on bascule dans la solution pour éradiquer petit à petit, par exemple, des KeePass, etc., parce qu'on amène plus de fonctionnels avec Delinéa, évidemment. Mais cette notion de coffre-fort à l'utilisateur final peut être très intéressant parce qu'il n'y a pas que l'IT, un utilisateur, il a des accès qui doivent être sécurisés. On a vu souvent les mots de passe sur les post-it et autres. Si on fournit à nos utilisateurs une démarche de sécurisation autour de tous ces accès-là, c'est intéressant et très pertinent et on amène des bonnes pratiques. Donc, on a la capacité avec Delinéa de fournir un coffre-fort à chaque utilisateur final avec, évidemment, comme vous le voyez à l'écran, un petit plugin qui va se mettre dans le browser et qui va leur permettre d'accéder à leurs secrets enregistrés. Il y a une connexion SSO, c'est de l'interface web, donc c'est très simple d'accès à ce niveau-là. Évidemment, il y a un certain nombre de fonctionnels dedans. Hein. Ils peuvent créer des secrets, demander des accès à des secrets. On peut partager des secrets, se créer des dossiers personnels, avoir un peu de reporting dessus. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi en termes de visibilité. Une application mobile, oui, hein, usage moderne, besoin moderne. Delinéa Mobile est une application qui va permettre évidemment d'accéder à ces secrets. Il y a une notion de cache aussi, bien entendu, et voire même d'authenticateur pour du MFA. Un dernier point à ce niveau-là, c'est cette partie charge. Je l'ai dit, on a parlé de projets, on a parlé de petites équipes, de grosses équipes, et bien souvent nos clients nous disent « Ah, mais c'est des projets qui durent des mois et des mois ». Alors oui, on a des retours sur certains produits qui sont plus longs à implémenter que d'autres, mais la vraie vie, c'est à peu près ça. Alors, c'est pas la vérité, mais c'est à peu près ça, au sens où un secret de serveur, de la gestion d'accès, etc., en moyenne, nous, quand on va travailler sur ces thématiques-là, on peut se dire qu'on est aux alentours d'à peu près 15 jours. Ça peut être plus ou moins long, évidemment, en fonction des cas d'usage, encore une fois. DMI, pour vous faire une proposition commerciale d'implémentation de ce type de solution, il est important qu'on discute un peu des cas d'usage, d'où le besoin chez vous de bien travailler sur ces sujets-là, et ensuite, on estime une charge pour implémenter tout ça. Mais globalement, au regard de notre retour d'expérience chez différents clients, on est plutôt sur un projet de 15 jours. 15 jours, ce n'est pas le projet complet. Je ne prends pas la partie charge de votre côté, de changement qu'on évaluait, etc. Mais en termes purs DMI, globalement, c'est à peu près ce qu'il faut avoir en tête à quelques jours près. Et puis la partie privilege manager qui est un petit peu différente. Là, on est pareil sur des charges un peu plus basses parce que le produit permet aussi d'arriver avec des stratégies d'élévation de privilèges natives. On s'appuie dessus et on gère après
le delta finalement qui correspond à votre contexte. Et puis après, encore une fois, l'objectif, c'est que vous soyez autonome, que vous, derrière, vous puissiez faire évoluer les stratégies, etc. On n'a pas vocation à être 100% du temps chez vous pour gérer ça, à moins que vous le sollicitiez. Mais l'idée, c'est évidemment, l'outil reste assez simple, il y a une compréhension, une logique d'outil à avoir, et derrière, vous êtes capable de faire évoluer vos stratégies. Et ce qu'il faut retenir de ce slide-là, c'est qu'on ne parle pas de projet d'un an, c'est pas 6 mois non plus. On a mis des clients en production en 15 jours. En temps réel, c'est peut-être 2-3 mois maximum. Et derrière, vous êtes à même, avec un petit peu d'investissement, de continuer l'aventure. Je vais m'en arrêter là. On va passer à la démonstration. Je vais donner la main à Romain qui vous présente un petit peu cette partie, comment dirais-je, produit. Je ne sais pas si on reviendra, les questions, on les traitera s'il y a des questions un peu après. On va se garder un peu de temps derrière pour répondre aux questions qu'il y aurait. Hop, ok, alors je me mets en présenteur. Clac. Ok. Est-ce qu'on voit mon écran, Guillaume? Ouais, c'est tout bon. Ok, super. Donc là, voilà, donc très brièvement, parce que je vois qu'il est déjà 11h41, je vais présenter voilà, un Secret Server, à quoi ça ressemble. Donc, Secret Server, c'est notre solution de bastion chez Delinea. On s'y connecte en mode web ou avec, pourquoi pas, un client riche, un peu comme un Remote NG, par exemple, que certains administrateurs aiment beaucoup, mais qui malheureusement n'est pas forcément très PAM friendly dans son usage. On va ensuite être capable d'accéder à un coffre-fort. Dans ce coffre-fort, on va y stocker des secrets. Un secret, c'est ni plus ni moins qu'un compte en général, mais ça peut être pourquoi pas un fichier, une carte de crédit ou un RIB, peu importe. C'est quelque chose dont on souhaite auditer l'accès, protéger l'accès également, puisque pour rentrer dans ce coffre, j'ai dû m'authentifier, pourquoi pas du MFA derrière, et j'ai ensuite un modèle airbag qui s'applique sur l'arborescence de secrets et qui va me donner, en fonction de mon rôle, de mes permissions, accès ou pas accès à certaines parties de l'arborescence de ces secrets. Une fois que j'ai accès à une arborescence ou à des secrets en particulier, eh ben, je vais pouvoir aller utiliser sur chacun de ces secrets la petite fusée ici, ce qu'on appelle des launchers. Chaque secret a en effet un type. On le voit ici sur la droite, le template, ça me dit compte Unix. J'en ai d'autres qui pourront être, pourquoi pas, des comptes AD, des comptes web divers. Et en fait, l'idée, c'est que en fonction du type de compte, eh ben, le launcher va me permettre de consommer le secret avec un client associé pour établir une connexion de manière sécurisée avec ma cible. Donc là, par exemple, j'ai un script, un compte script sur une machine CentOS. Je clique sur le petit bouton de lancement. Le système me demande comment je souhaite consommer ce secret. Est-ce que c'est avec un PuTTY, par exemple, ou un WinSCP? Je vais cliquer sur PuTTY et ça va m'ouvrir mon PuTTY, top, voilà, de manière automatisée. Je n'ai jamais saisi le mot de passe. D'ailleurs, le mot de passe n'a même pas transité sur ma machine, puisqu'en réalité, on peut le voir ici que je me suis connecté avec un compte temporaire sur ce qu'on appelle un distributed engine, ce qui est en fait un proxy. Et donc, cette rupture protocolaire va me permettre d'avoir ensuite d'atteindre ma cible finale, sans nécessairement être sur le même réseau qu'elle d'ailleurs, et surtout sans avoir fait transiter le mot de passe sur le poste de l'utilisateur. On va pouvoir, on top de tout ça derrière, rajouter de l'enregistrement des saisies clavier, de l'enregistrement vidéo. Alors là, c'est PuTTY, mais ça aurait pu être n'importe quel client. Encore une fois, si je reclique sur la petite fusée, par exemple, je vais ici démarrer WinSCP, par exemple, pour transférer un fichier sur la machine cible. Je clique sur le bouton WinSCP et ça va m'ouvrir. Voilà, WinSCP. Je suis averti en arrière-plan que ma fenêtre est enregistrée et je suis connecté sur ma machine cible avec mon compte script sur ma machine CentOS. Et donc, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'on va retrouver ensuite des templates pour à peu près tous les types de comptes possibles. Alors, en standard, bien évidemment, tout ce qui va tourner autour de Unix, c'est du classique, mais on peut imaginer pourquoi pas aussi des comptes AD. Donc, si là, je vais sur ce compte-là et que je clique sur la petite fusée, vous allez voir qu'il me propose, par exemple, de faire du RDP avec. Donc, je clique sur le RDP, je vais sélectionner une machine, hop, je clique sur le bouton Launch, et cette fois-ci, ça va m'ouvrir Microsoft RDP, tout simplement, pour m'authentifier sur ma machine cible. Donc, les fondamentaux du PAM ne sont pas très compliqués. Encore une fois, tout le challenge va être de trouver les comptes à importer dans le coffre. Et ensuite, une fois qu'ils sont dans le coffre, par contre, c'est là que ça commence à devenir intéressant. C'est que tous ces comptes, on va pouvoir les protéger avec du airbag. On va pouvoir auditer leur accès. C'est-à-dire que si je rentre dans le secret en cliquant dessus,
on voit qu'ici, j'ai une piste d'audit de tous les accès qui ont été réalisés sur le compte, l'utilisateur réel qui a utilisé le compte, parce que des fois, le compte peut avoir un nom générique et du coup, ça vous aide pas trop de savoir que c'est Root qui s'est connecté à 11h44 sur la machine. Vous préfériez que savoir que ce soit Romain Liénard qui s'est connecté en tant que Root, par exemple. Mais on va retrouver également tout ce qui tourne autour de l'enregistrement des sessions. Donc, si je vais donc ici dans Session Monitoring, je vous montre, voilà, on va retrouver ici une vision vidéo de tous les flux qui ont pu être enregistrés. Si vous détectez avec le module Discovery la création d'un compte, par exemple, eh ben, vous allez pouvoir ici, pourquoi pas, vous amuser à rechercher les sessions où un utilisateur se serait amusé à créer un compte dans la session. Et voilà, on voit ici la session enregistrée, les transcripts et la fameuse commande add user que l'utilisateur aurait pu taper pour créer un compte. Donc l'idée d'une solution de PAM, c'est encore une fois la traçabilité également, donc un système de reporting très élaboré où on va pouvoir avoir des reports de toutes sortes. Les reports sont ni plus ni moins que des requêtes qui s'exécutent, après qui sont visualisées dans le format de votre choix. Ici, un statut des heartbeats. Le heartbeat, c'est quoi? C'est simplement l'état de la synchronicité d'un mot de passe, puisque la solution Secret Server peut vérifier périodiquement que le mot de passe du compte est toujours valide, que personne ne s'est amusé à le changer entre-temps, par exemple, voire même est capable de reprendre le contrôle d'un compte si jamais le mot de passe a été changé entre les deux. Voilà, il est 11h45, on n'a pas beaucoup forcément plus de temps pour vous le montrer, mais sachez que Secret Server a beaucoup d'autres fonctionnalités bien évidemment en standard. La principale également, on l'a évoqué, c'est le Discovery. Le Discovery est la partie presque la plus importante dans le PAM, parce que ne pas savoir où sont vos comptes, c'est en général un problème. Le Discovery va permettre de définir des sources de découverte diverses, votre AD, des machines Unix, des appliances Cisco, pourquoi pas. Et ensuite, on laisse tourner Secret Server, il se connecte à ses cibles, trouve les comptes, trouve les dépendances éventuelles, et ensuite, à la demande, est capable d'importer ces comptes dans le système, de les manager, et d'assurer ensuite une rotation périodique de ces comptes, et de les mettre à disposition des utilisateurs pour qu'ils puissent se connecter avec ces comptes sans avoir à manipuler les credentials à aucun moment. Voilà, alors, là, juste pour faire la petite aparté, on l'a évoqué, les accès à distance sont également portés par Secret Server et la plateforme, donc la délignée de la plateforme qu'on a évoqué un peu plus tôt. On a donc la capacité également de consommer les secrets, non pas avec un client riche comme Putty ou comme WinSCP par exemple, comme on l'a vu, mais avec un simple browser, dans le cas où on voudrait justement depuis l'externe accéder à l'interne, on appelle VPN, et ben avec un simple navigateur, on peut émuler également une connexion SSH ou RDP encapsulée dans de l'HTTP. Pourquoi pas transférer également des fichiers vers interne si jamais on autorise ce genre de choses. Voilà. Si tu veux reprendre la main, Guillaume, ouais, pour le oui, mais je vais clôturer. L'idée je vais compléter un tout petit peu. Ce qui est intéressant aussi, c'est la partie forensique. Dans cette solution, on est capable évidemment de voir qui fait quoi, qui se connecte à quoi au regard de leur droit d'accès, bien entendu, que ce soit en termes de contrôle ou voire même de training parfois. Surtout, donc on a du forensique, on est capable d'enregistrer les sessions, les métadatas, les lignes de commande qui passent, etc. Pour revenir à posteriori dessus, même post-incident, j'ai envie de dire, donc ça peut arriver. Le deuxième point important, ce type de solution Secret Server, l'une des vocations, c'est de vous simplifier la vie au quotidien, notamment dans le cas prestataire, par exemple, mais également en interne, donc de retirer les accès VPN puisqu'on passe par cette mécanique de gestion centralisée d'accès avec du contrôle. Donc, simplifié parce que plus de compte VPN à créer, plus de comptes dédiés, peut-être de connexion à créer, puisque on se connecte dans la solution, on sait qui fait quoi et va se connecter à quoi, on enregistre de ce point de vue-là. Basculer d'un KeePass ou d'autres solutions de coffre-fort vers une solution centralisée avec là aussi du suivi, du contrôle, de l'accès notamment, voire de la rotation de mot de passe. On n'en a pas parlé, mais évidemment, il y a des mécaniques de rotation de mot de passe, hein, les mRemote, etc. sont des très bons outils, mais pas centralisés fondamentalement et avec beaucoup moins de contrôle. Donc ça, c'est quand même des points qu'il faut garder en tête, qu'on voit chez tous nos clients, et c'est à ce genre de besoin qu'on répond aussi de limiter l'usage du VPN pour ça et de changer de solution de coffre-fort vers des solutions plus sécurisées. On va passer aux questions-réponses. Il y a eu quelques questions de posées. Donc oui, on vous enverra évidemment des liens a posteriori du webinar pour accéder au replay, bien entendu, pas de souci.
est-ce que l'outil est adapté à un parc d'une envergure, par exemple d'une université, de 13 000 postes, tout OS confondu? La réponse est oui, globalement, en ce sens où on a des clients qui aujourd'hui ont quasiment plus de 20 000 postes. Je ne sais pas quelle solution là on évoquait précisément, mais Secret Server, encore une fois, c'est comment j'accède à de l'infrastructure. Ce n'est pas un outil de remote control, hein, qu'on fasse bien la distinction. Secret Server est un outil d'accès principalement à de l'infrastructure. Donc oui, évidemment, on va le faire. On va aller se connecter à des serveurs. L'un des points importants aussi à garder en tête, c'est quel protocole j'ai besoin d'utiliser. Est-ce que j'ai besoin de me connecter en RDP, en SSH, autre, en web? Tout ça, effectivement, c'est important de l'identifier puisqu'on va pouvoir aller se connecter sur de l'infra à travers différents protocoles. Mais l'idée même fondamentale de Secret Server, c'est pas d'aller faire du remote control sur du poste de travail. Pour la partie poste de travail, notamment, voire serveur, bien entendu, et là je vais parler de gestion des privilèges, de privilège manager ou de la partie serveur. Là, on va effectivement aller déployer des agents sur ces machines pour être capable derrière de faire de l'élévation de privilèges. Donc, en termes d'élévation de privilèges, la réponse est oui, 13 000 postes, ça passe, il n'y a pas de problème, on a des clients beaucoup plus gros que ça. En termes de secret server, et là donc de parc plutôt d'infrastructure, il n'y a pas de limite fondamentale. Après, c'est que du scaling d'infrastructure éventuellement de relais, mais il n'y a pas de limite à ce moment-là, puisqu'en plus, l'un des intérêts, c'est qu'on ne va pas aller déployer d'agents, on va se connecter à travers ces protocoles. On a eu une autre question. Est-ce que la solution est entre guillemets overkill pour un parc de 600 machines par exemple, macOS, Linux, Windows notamment? Donc non, pas du tout. La solution, comme l'a très bien démontré Romain, elle reste simple d'accès, simple d'usage. On parle quand même de solutions techniques, hein, donc il faut un minimum de bagage technique pour comprendre les choses. Mais derrière, que ce soit sur la partie Secret Server et accès, même en mode utilisateur, ah non, là c'est très simple. Vous vous connectez à travers une interface web, vous accédez aux environnements auxquels vous avez le droit d'accéder. Hein. On va compartimenter les choses, évidemment. Si je suis un prestataire A ou même de l'interne, une équipe système, j'aurai accès à certaines machines et mon collègue aura accès à d'autres. Donc ça se gère très bien, il n'y a pas de souci. Et non, ce n'est pas overkill. Là-dessus, on aime bien démontrer par l'exemple. Hein. Donc, on peut discuter, mettre en place, comme l'a dit Romain, des POC. C'est ce qu'on fait très fréquemment pour vous démontrer à quelle vitesse ça peut aller. Parce que c'est ça qui est pertinent. Donc, il y avait une deuxième partie de question. Un site sans utilisateur à qui il faut apporter du helpdesk. Là, à détailler en termes d'information, au sens où faire du helpdesk, pour moi, c'est signe de remote control. Alors, est-ce que c'est du helpdesk sur de l'infrastructure? Dans ce cas-là, Secret Server peut répondre très bien. Si on est plutôt sur du helpdesk, comment dirais-je, utilisateur qui a besoin de se connecter à des postes de travail pour aider de l'utilisateur, on n'est pas sur le périmètre de la solution. Petite précision, hein, globalement, un POC, on est très fréquemment à un jour et demi en capacité d'aller démontrer des choses. Hein. Là aussi, c'est très rapide. On privilégie les POC néanmoins dans le SaaS pour des simplicités, sachant que la solution est ISO-fonctionnelle. Après, on est capable d'en faire on-premise, mais c'est vrai que pour des gains de temps, pour tout le monde, on aime bien le démontrer finalement en SaaS, ça ne change rien. L'objectif, c'est de démontrer que la solution, elle fonctionne. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Je n'ai pas d'autres questions. On pourra. Donc, évidemment, de toute manière, on reviendra derrière vers vous pour échanger et prendre des nouvelles et voir quel type de projet vous pouvez avoir, s'il y a des projets, comment. On reviendra rapidement vers vous. On arrive à la fin du temps qu'on avait bloqué. Je ne pense pas qu'il y ait de questions. Si, est-ce qu'on dispose d'un client lourd pour nos équipes internes afin de remplacer des logiciels tiers tels que mRemote NG? Oui, il y a une console qui existe pour
avoir un outil local sur les postes de travail des administrateurs et autres pour être en capacité de se connecter sur des environnements. Ça s'appelle Connection Manager pour la partie Secret Server, qui est un add-on et qui, effectivement, amène une console locale sur le poste du travail plutôt que de forcément passer par l'interface web. Ça, c'est possible, effectivement. Il n'y a pas de souci. Écoutez, si je n'ai pas d'autres questions, on va clôturer le webinar. Si, une toute petite dernière. Est-ce qu'il y a un agent installé sur les clients et qui permet de gérer des postes externes? Télétravail, voyage à l'étranger. Gérer des postes externes, donc au sens privilège management, élévation de privilèges. Oui, c'est pas un souci à partir du moment, effectivement, quand on dit poste externe, donc, qui fait partie de l'entreprise ou de l'entité, sur lequel c'est un poste qui est géré, ben oui, on va pouvoir déployer un agent dessus. Et effectivement, la solution, encore une fois, elle est SaaS. Elle peut être on-premise, dans ce cas-là, il y a de la technique à mettre en œuvre pour que ça communique avec l'extérieur, mais sans aucun problème, un agent qui est à l'extérieur est capable de rester sous contrôle de la partie élévation de privilèges. On a d'ailleurs une mécanique dans la solution qui permet, quand bien même un client est en mode complètement déconnecté d'Internet, d'être capable d'aller via un challenge response code le débloquer pour qu'il soit capable d'avoir une élévation et de pouvoir, par exemple, installer un logiciel qui n'était pas prévu ou autre. Donc oui, ça, on peut le gérer en mode externe sans aucun souci, évidemment, à ce niveau-là. Sur la partie, encore une fois, Secret Server, le cas ne se présente pas puisqu'on parle d'accès à de l'infrastructure interne. Alors, c'est pas forcément on-premise, qu'on s'entende bien, hein. On est capable d'aller se connecter sur des machines qui seraient dans de l'Azure, dans de la AWS, etc., bien entendu. Hop. Eh bien, écoutez, on vous remercie de votre présence. J'espère que ça aura répondu à vos attentes en termes de contenu. De toute façon, on reste en contact. On revient rapidement vers vous pour échanger avec chacun d'entre vous très prochainement. N'hésitez pas à revenir plus vite vers nous également si vous avez besoin, de façon à pouvoir discuter de vos éventuels besoins, de discuter POC, pourquoi pas. Évidemment. Merci à tous encore une fois. Très bonne journée à vous et à très vite. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.